C'est Maxime Dumont-Louis. Vous écoutez Télé-Soleil. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce point de presse de la santé publique au sujet du rapport des impacts des changements climatiques sur la santé et les communautés de la Gaspésie des îles de la Madeleine. La façon dont on va procéder, Dr. Bonnie Miger va prendre la parole et Dr. Marianne Papillon aux îles de la Madeleine, qui est avec nous partie aujourd'hui, va aussi prendre la parole au cours de cette conférence de presse. Ça en suivra une période de questions-réponses par ces deux porte-paroles-là suite au point de presse. Il y aura aussi la possibilité d'entrer individuel si vous souhaitez, suite à ce point de presse-là, ce qu'on prévoyait de notre côté, c'est de sortir à l'extérieur, procéder avec un peu plus d'espace que ce qu'on a ce matin. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Dr. Bonnie. Bonjour tout le monde, merci d'être là. J'aimerais peut-être d'entrée de jeu nous rappeler qu'il y a plus de 6 000 ans, il y avait des gens qui vivaient ici, des populations autochtones, et dont les Mi'kmaq sont les représentants actuellement. Et c'est assez pertinent cette notion-là, parce que s'ils étaient là il y a 6 000 ans et non pas il y a 15 000 ans, c'est qu'il y a à peu près 10 000 ans et c'était couvert de glace ici. Alors, les changements climatiques, c'est quand même pas quelque chose qui est étranger à la vie de notre Terre. Mais ce qui est particulier, c'est que avec la croissance de notre population humaine et avec toute notre géniale découverte il y a à peu près un siècle de l'utilisation des combustibles à base d'hydrocarbures, en 100 ans, on est en train de recréer des changements climatiques qui prenaient des milliers d'années, sinon des millions d'années à se faire. Et on a vécu ensemble, 3 ans de COVID. On a vu comment quelque chose qu'on ne voyait même pas a pu perturber notre vie. Et les gaz qu'on a libérés tranquillement depuis une centaine d'années et qu'on continue à libérer à une vitesse incroyable, sont bons changer nos vies aussi de façon importante. Et alors que la COVID a duré 3 ans, on s'attend à ce que ces changements-là, qui sont déjà en cours, durent plusieurs dizaines, sinon de centaines d'années. Alors, c'est ça, les changements climatiques dont on parle, c'est en fait ce réchauffement de l'atmosphère de la planète qui fait que ça augmente l'énergie dans l'air et ça fait des modifications importantes à notre climat, puis ça entraîne toutes sortes de conséquences. Et ce que la Direction de santé publique a fait ces dernières années, ça a été de regarder quelles sont les conséquences pour notre région, puis comment on va devoir déjà, même si on arrivait à stopper l'émission de gaz à effet de serre, comment on va déjà devoir s'adapter aux changements qui sont déjà là. Les principales choses que cette étude présente, c'est que ce sont justement ces changements-là qui sont attendus d'ici 2050 et les conséquences que ça va avoir sur notre santé. Notre santé individuelle, mais aussi collective en termes de communauté. Et comme je le disais, il va falloir qu'on s'adapte à ces changements-là. Parce que même si on arrête la production de gaz à effet de serre, ces changements-là vont se poursuivre. Les principaux changements qu'on s'attend, d'après ce qu'on a pu étudier, c'est qu'il va y avoir, malgré des différences entre les îles et la Gaspésie qui ne sont pas si grandes que ça, mais globalement, il va y avoir d'abord de l'érosion. Tout le monde le côte, s'érode de façon importante. Il va y avoir aussi de la submersion. Submersion parce qu'il va y avoir des tempêtes de plus en plus intenses
mais aussi parce que le niveau de la mer augmente. Le niveau de la mer augmente parce que quand l'eau se réchauffe, elle prend plus de place et nos glaciers antarctiques de l'Arctique et de l'Antarctique fondent. Alors, le niveau de la mer va augmenter, donc on risque d'avoir plus de submersion. Il va y avoir des inondations parce que plus de précipitations, un climat plus chaud, plus de tempêtes, plus de précipitations. La chaleur elle-même va augmenter. Ce matin, on parlait que l'année 2023 était l'année la plus chaude qu'on a jamais connue sur la Terre. Et il va y avoir avec ça, évidemment, de nos amis insectes qui vont trouver une place plus intéressante, donc qui vont monter vers le nord, avec des maladies qui sont transportées par ces insectes-là en particulier. Alors, c'est ce que le rapport explique un peu encore. Pour donner quelques exemples, quand on parle de submersion, il y a à peu près le tiers de la péninsule gaspésienne qui est soumise à des risques de submersion. Il y a à peu près 70% des côtes des îles de la Madeleine. L'érosion, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le constatez continuellement sur le territoire. Et aux îles, c'est encore pire. On demanderait aux gens qui sont à distance de fermer leur micro. Merci beaucoup. Alors, le niveau de la mer, lui, va augmenter d'ici 2100 d'à peu près 1 à 1,6 mètres. Alors, 1,6 mètres, c'est pas loin de ce que je mesure. C'est assez important. Évidemment, les îles de la Madeleine, vous pouvez imaginer que ça va avoir beaucoup de conséquences que pour la Gaspésie, mais encore, ça va avoir des conséquences pour nous aussi dans certains territoires de la Gaspésie. La température prévoit qu'on aura environ 6 fois plus de journées qui vont dépasser les 30 degrés Celsius par rapport à ce qu'il y avait en 2000 et 8 fois plus de nuits très chaudes. Alors ça évidemment, ça augmente le risque de subir des vagues de chaleur importantes. On s'attend aussi que les précipitations augmentent d'environ 10% de plus par année. Ça d'ici 2050. En résumé, on pourrait dire qu'il va faire plus chaud, il va y avoir moins de glace, moins de neige. La mer sera plus chaude, plus acide. Puis là, avec l'acidité, on voit aussi, puis la chaleur, que ça déplace aussi les populations halieutiques. Là, les mollusques, les poissons changent de place, et puis ça a toutes les conséquences qu'on connaît sur nos pêches, et ça va continuer. Et évidemment, ça sera plus élevé. Puis les événements météo extrêmes seront plus fréquents et plus intenses. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre santé? Bien, Marianne va nous en parler. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Donc, les conséquences sur la santé des changements climatiques, bien, il y en a plusieurs, elles sont diverses. On parle autant là, de la santé physique que de la santé mentale, et puis que de notre environnement aussi qui détermine après ça notre état de santé. Ce qu'on sait surtout, c'est que les changements climatiques, ils accentuent les écarts de santé entre les groupes. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus en santé ou qui ont le plus de ressources, qui ont les meilleures conditions, et ceux qui ont une moins bonne santé, qui ont des moins bonnes conditions de vie, puis ça, bien, cet écart-là va augmenter, ça va se répercuter sur la santé de tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Bien, si par exemple, on parle de la chaleur, Yves vient de mentionner qu'on serait plus susceptible d'avoir des vagues de chaleur. Bien, on sait que les vagues de chaleur, c'est surtout les personnes aînées, les enfants et les femmes enceintes qui vont en subir le plus de conséquences. Ça peut aussi venir exacerber des maladies chroniques chez les personnes qui sont déjà malades. Donc, vous voyez que les écarts comme ça, les impacts sont disproportionnés. C'est-à-dire que les personnes les plus sensibles ont des impacts plus importants.
Un autre exemple, c'est les inondations ou l'érosion. Donc, on pourrait avoir à faire face à des travaux de protection ou des rénovations ou même une relocalisation. À ce moment-là, ça peut évidemment créer de la détresse psychologique. Ça pourrait exacerber des problèmes de santé qui sont déjà là ou en créer des nouveaux. Puis, ça peut créer des tensions sociales aussi, donc affecter le tissu social. On sait que dans notre région, on a une grande force qui est justement le tissu social, la solidarité, tout ça. C'est un facteur protecteur, mais les crises répétées peuvent aussi venir amoindrir ça. Un dernier exemple, c'est les coupures de route. Donc, si on a des populations, des communautés qui sont un peu plus isolées ou des personnes qui sont plus isolées, qui ont une seule voie d'accès terrestre unique, bien, si cette route-là est coupée lors d'une tempête, submersion, érosion, tout ça, bien, ces personnes-là n'ont plus accès aux services et soins dont ils ont besoin. Ça crée aussi des problèmes d'approvisionnement. Et on le sait dans notre territoire, donc avec l'insularité déjà en partant, c'est déjà une limite, mais en plus, il y a des territoires encore plus isolés. C'est quelques exemples, mais il y a aussi d'autres aspects, comme par exemple, ça peut venir exacerber l'insécurité alimentaire, l'insécurité liée à l'accès à l'eau. Ça peut aussi augmenter la survenue de maladies infectieuses. Et puis, comme je le mentionnais tantôt, là, venir fragiliser là, le tissu social. Alors, ces impacts-là, qui sont plus importants chez les personnes en situation de vulnérabilité, mais en plus, ils viennent s'additionner à quelque chose qui est propre à notre population, qui est le vieillissement accéléré dans notre région, mais aussi un niveau de pauvreté quand même important. Donc, tout ça mis ensemble contribuerait donc à augmenter les écarts de santé, puis à avoir des conséquences plus importantes chez les personnes qui sont plus en situation de vulnérabilité. Alors, devant ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, je te repasse la parole, Yves. Alors, en fait, si on voulait résumer, l'Organisation mondiale de la santé considère que les changements climatiques, les conséquences de ces changements-là, sont en fait la plus grande menace à la santé de la population au 21e siècle. On est vraiment devant un problème majeur. En même temps, ce qu'on va faire pour s'adapter aux changements climatiques et même essayer de lutter contre, essayer de ne plus produire de gaz à effet de serre, sont toutes des solutions qui améliorent la santé de la population. Donc, quand on pense, par exemple, si on fait la promotion d'un transport actif, non seulement on ne produit pas de gaz à effet de serre, mais en plus on améliore sa santé avec l'activité physique. Si on mange moins de viande, on produit moins de gaz à effet de serre, on améliore notre santé en mangeant. En gros, les grandes opportunités de lutter contre les gaz à effet de serre sont aussi des grandes opportunités pour améliorer notre santé. Mais on pense que c'est important aussi, puis c'est pour ça qu'on se parle, c'est qu'il faut se mobiliser collectivement. C'est pas quelque chose qui peut peut pas battre les changements climatiques en parlant, c'est collectivement qu'on peut y arriver pour s'adapter aussi aux changements qui vont avoir. Alors, on a amorcé une série de consultations avec les municipalités, avec les autres ministères, avec les autres communautaires des gens. Et ces consultations-là vont s'intensifier, vont augmenter parce que au-delà du constat qu'on présente aujourd'hui, il y a aussi des solutions qu'il faut élaborer, puis ça, il faut les élaborer collectivement. Alors, à partir du mois de janvier, on va amorcer une grande phase de consultation de toute la population. Puis déjà, s'il y a des gens qui aimeraient rencontrer l'équipe qui travaille sur les changements climatiques de la Direction de santé publique, ils peuvent écrire à l'adresse qui est ici devant moi et qui est climat, CLICMAT.gim.6gaspésie
ssss.qc.ca. Alors déjà, on peut utiliser cette adresse-là probablement à partir de demain. Ce qui paraît que ce matin, ça ne marche pas. Écoutez, on aimerait que toutes les personnes qui sont intéressées à discuter de la question et qui ont réfléchi déjà à des pistes de solutions, nous contactent. Il va y avoir aussi, après les fêtes, comme je le disais, des consultations publiques qui vont être organisées dans toutes les MRC, je ne sais pas toutes les municipalités, mais certainement dans toutes les MRC. Et on mettra aussi en place un numéro de téléphone pour que les gens puissent nous rejoindre s'ils ont des questions, des commentaires, des suggestions. Alors, on sera tout à fait prêt à prendre les appels en direct à partir des fêtes. Je ne sais pas si vous avez des questions. On pourrait passer à des questions. On pense que vous avez quand même plusieurs. Peut-être y aller avec une première ronde, une question sous question, puis après, s'il y en a qui ont des questions, après, on pourrait y aller. Je vous rappelle aussi qu'il y a aussi essayer de retrouver qui est assez disponible. S'il y en a qui ont besoin d'entrevues individuelles, puis ça aussi pour Dr. Roquier, aux îles de la Madeleine, c'est possible au cours de la journée, là, à cause de vous. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui voulaient poser des questions dès maintenant. On peut peut-être tout le monde se transporter dehors. Oui, on sera obligé de faire répéter si vous voulez. C'est ça, exactement. Je vois une question, une main levée à distance, pas long. Ah oui. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, écoutez, j'ai une question. En fait, comme on parle de coûts liés évidemment à l'adaptation en santé publique, au-delà de l'érosion et de tout ça, donc des impacts que ça aura directement sur la population. Dans votre analyse de la situation puis de ce qui s'en vient, est-ce que vous voyez qu'on a ce qu'il faut en termes de mobilisation de fonds publics, de ressources disponibles pour faire face à ce qui s'en vient? Parce qu'on parle d'impact pour 2050, il ne faut pas nécessairement s'y préparer en 2049, évidemment. Donc, est-ce que vous sentez que les ressources sont au rendez-vous pour prévenir finalement plutôt que guérir? Je pense que d'un commun accord, la plupart des gens disent que les ressources qui sont actuellement disponibles ne semblent pas suffisantes. Mais je pense que l'ensemble de la population, puis la présence importante de médias ici aujourd'hui montre que c'est une préoccupation dans la population et que cette préoccupation va obliger nos décideurs à mettre plus de ressources, vraiment résoudre le problème parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. À un moment donné, on a tendance habituellement à mettre les ressources tout le temps à la dernière minute. Là, il y a une tempête qui vient d'arriver, on en met beaucoup. Il y a une plage qui s'érode, on met les ressources nécessaires. Et clairement, je pense qu'il y a une conscience qui s'éveille dans la population, mais aussi chez nos décideurs, qu'il faut prévoir et puis qu'il faut déjà rechanger un peu nos priorités pour mettre plus de ressources pour les changements climatiques. Je vois que le docteur Roquier voulait compléter peut-être. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec la réponse de Dr. Bonivici, mais en complément, deux petits éléments. Il y a aussi, c'est ça, donc c'est beaucoup en passant par l'intersectorialité. Donc oui, ça prend les moyens, mais c'est aussi à travers l'ensemble de nos activités courantes que chacun peut contribuer à l'adaptation climatique. Et il ne faut pas nécessairement non plus attendre d'avoir les budgets et voir ça comme quelque chose à faire en plus ou à part, mais il faut vraiment intégrer la notion des changements climatiques à l'ensemble de nos activités avec tous nos partenaires. Fait que ça, c'était un des aspects. L'autre aspect, c'est que dans votre question, je voulais juste clarifier là, pour être sûr qu'il n'y avait pas une incompréhension. Quand on parle de 2050, c'est pas pour dire qu'il y aura des impacts en 2050, c'est seulement l'horizon qu'on s'est donné pour étudier qu'est-ce que sera selon le scénario là, pessimiste réaliste, là, je pense que c'est RCP 8.5, quels seront les impacts exactement sur le climat en 2050. Mais les impacts sur le climat sont déjà perceptibles et d'ici là vont aller croissant jusqu'à ce qu'on vient de vous présenter. Merci. M. Shields, est-ce que ça répondait? Est-ce que vous permettez une sous-question? Oui,
oui, allez-y. Oui. En fait, sur la question des moyens, justement, je me demanderais quelles seraient, selon vous, peut-être les priorités, parce qu'on le sait notamment pour ce qui est des coûts liés à l'érosion, la submersion, en coûts dans l'infrastructure au Québec, on le sait, ça nous coûte souvent très cher, mais en termes de santé publique, quelles seraient, selon vous, peut-être les priorités où vous sentez que vraiment les lacunes sont les plus importantes à combler? Bien, la deuxième partie qu'on annonce aujourd'hui, parce que là, on livre notre rapport sur la première partie qui est l'état de la situation. La deuxième partie, on veut la co-construire avec l'ensemble de la société à travers les consultations qu'on va faire. Alors, c'est clair que les priorités qui vont s'établir vont être des priorités en lien avec les constats. Quand on parle d'érosion, de submersion, quand on parle d'effets qui sont plus ressentis chez les plus vulnérables, mais comment déjà est-ce qu'on peut limiter nos inégalités de santé pour pouvoir être capable collectivement et ensemble, puis sur un pied d'égalité, à faire face à cette nouvelle situation-là. Ça va probablement être ça, mais je dis probablement parce que on commence l'étude sur comment on s'adapte maintenant, puis on veut le faire ensemble. Merci, M. Shields. Est-ce que parmi les personnes à distance, il y en a qui auraient aimé poser une question à Dr. Vigée avant de compléter? Non, ça semble avoir donné la veille. Parfait. Donc, pour ceux qui sont à distance, je vous le rappelle, vous pouvez m'appeler aujourd'hui pour Dr. Bonifié ou contacter Adèle Arsenault, qu'on a fait au Brésil, pour Dr. Papillon. C'est ce qui mettrait fin là, au point de presse pour comment on dit. Merci, monsieur. Bonne journée.